Le président Zelensky parle également de la Chine dans son interview. Il parle de la Chine qui se pose, elle, résolument en intermédiaire. Pour la première fois, on sait que Dmytro Kuleba s'est rendu en Chine la semaine dernière. Voilà ce qu'il dit, le président Zelensky. Plus le pays a de l'influence, plus il doit faire pression sur la Russie. En temps de guerre, quand il y a un agresseur, il ne faut pas se positionner en tant que médiateur. Est-ce que la Chine elle peut jouer un rôle de premier plan là où les autres n'ont pas obtenu beaucoup de résultats? Zelensky pense effectivement, il a raison, que la Chine peut avoir plus d'influence sur la Russie que les pays occidentaux, puisque les contacts sont pratiquement coupés avec les pays occidentaux. Et il faut voir quand même, alors que le plan chinois, il est très négatif pour l'Ukraine. Le plan chinois, c'est cesser le feu tout de suite et on remet les questions territoriales à plus tard. Ce que Zelensky, jusqu'ici, refuse. Peut-être qu'il acceptera par la suite. Mais en tout cas, il n'a pas coupé les ponts avec la Chine. Si un dirigeant occidental avait fait un tel plan, il aurait été vraiment à agonie par Zelensky. Et là, la Chine a reçu le ministre des Affaires étrangères ukrainien et il y a eu des contacts aussi entre le président ukrainien et le président chinois. Et donc, effectivement, Zelensky essaie un peu de jouer sur tous les tableaux pour avoir une aide. Et si, effectivement, la Chine, pour sortir de cela, faisait pression sur la Russie ou trouvait une porte de sortie, elle serait la bienvenue. Et donc, on voit effectivement qu'il tente un peu, il fait le constat amer, mais le constat lucide, c'est que l'option militaire pour l'Ukraine n'est plus possible en tant que victoire et qu'il faut donc trouver d'autres moyens diplomatiques et que la Chine qui pourrait donc avoir un rôle dans un conflit intra-européen, ce qui serait évidemment une victoire diplomatique pour la Chine et ce qui serait un camouflet pour les États-Unis. C'est peut-être aussi une façon de faire pression indirecte sur les États-Unis. Oui, Dmytro Kuleba, qui se rendait pour la première fois en Chine la semaine dernière pour un dialogue direct sur la paix, c'est ce qu'il a dit. On va l'écouter, Dmytro Kuleba. Il y aura des discussions approfondies et détaillées. Une question est au centre de tout cela, la paix en Ukraine. Nous parlerons, nous chercherons des points de contact. Nous devons éviter la concurrence des plans de paix. Nous devons nous diriger vers une paix juste et constante. Et la Chine peut jouer un rôle important à cet égard. Colonel Goya, sur ce rôle de la Chine, effectivement, qu'on voit un peu partout. Les mêmes également, on parlait tout à l'heure au niveau du Proche-Orient. Elle a effectivement eu des discussions avec différentes factions palestiniennes. Là, ici, on voit qu'elle essaye de jouer aussi un rôle en faisant pression sur la Russie. Est-ce qu'elle peut avoir effectivement cette influence sur Moscou, qui la considère comme un précieux allié ? Il y a l'espoir du côté ukrainien, effectivement, que la Chine considère que son intérêt est plutôt dans la paix, plutôt que dans la poursuite de la guerre. Et que donc, et c'est valable d'ailleurs, ce que je dis, c'est valable pour tous les conflits un peu dans le monde, que la Chine préfère un monde plutôt stable qui va faciliter ses affaires, plutôt qu'un monde instable qui va les perturber vers sa course à la place de première puissance. Donc, on espère effectivement que la Chine, voyant ses propres intérêts, va peser pour la Russie pour au moins arrêter les combats. C'est possible, mais dans tous les cas de figure, il faut être clair, c'est le terrain qui va décider de l'évolution des choses. Alors, on continue à combattre lorsqu'on a l'espoir que ça va permettre d'obtenir quelque chose, que le sacrifice qu'on va faire aujourd'hui, il n'est pas vain et que il y a un espoir de victoire ou de gain quelque part. Lorsqu'il y a un des deux camps qui estime que c'est plus possible, qu'il n'y a plus d'options, il n'y a plus d'espoir de quoi que ce soit, il cède, il capitule d'une certaine façon. Parfois, ça peut être les deux camps qui, simultanément, voient que la situation est bloquée et que faire mourir des soldats ne sert strictement à rien. C'est un peu la situation qu'on a évoquée en Corée. Mais il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il y a toujours, de part et d'autre, un espoir. Et que les choses seront peut-être plus claires en la matière, les anticipations en tout cas seront peut-être un peu plus claires à partir de la fin de l'année, à partir de l'élection américaine. Là, on aura un peu une perspective sur les possibilités, ce que deviendra, sur l'avenir en tout cas, de l'aide occidentale à l'Ukraine. Ça, c'est une donnée absolument fondamentale. Sur la situation intérieure en Russie aussi, on l'a évoqué, il commence à y avoir quand même, ça commence à craquer un petit peu. Il y a des problèmes de recrutement, l'économie de guerre russe, elle est peut-être aussi en sur-régime. Donc, voilà, pour le dire clairement,
Je pense qu'il n'y aura rien qui ne sera décidé avant, probablement, début 2025, où là, les choses sur le terrain et dans le reste du monde seront un peu plus claires. Oui, avec effectivement une élection américaine d'ici là, Vera Grantseva, quelle réaction de la part de Moscou à ce voyage en Chine, voilà, au fait qu'on appelle de plus en plus la Chine à venir un peu mettre son nez là-dedans? Le voyage de Kouleba, on est bien d'accord, du ministre ukrainien. Ce type des informations qui sont un peu gênantes pour le Kremlin, d'habitude, la propagande essaie de ignorer. Donc, c'est pas trop mis en avant à la télé russe, par exemple, dans les médias. Même s'il avait réagi, Lavrov, il avait dit qu'il avait un intérêt dans la question, mais qu'il attendait de savoir plus, de connaître les conditions. Et voilà, c'est un peu la réponse à la Peskov. Donc, soit on ne sait pas, soit on verra après. Donc, mais bon, je veux dire que dans l'espace public, comme ça, ce sujet n'était pas trop évoqué, parce qu'effectivement, il est un peu dérangeant parce qu'il ne veut pas voir que quand même l'Ukraine aussi arrive. Et d'ailleurs, je trouve que du côté ukrainien, malgré aussi tout ce qu'on sait sur le soutien de la Chine dans cette guerre à la Russie, c'était aussi quand même un succès diplomatique d'avoir cette rencontre, de visiter la Chine. Et l'Ukraine aussi a essayé de le présenter comme quand même une réussite. Parce que si on écoute bien Dmitry Kuleba, il a dit que la Chine a confirmé qu'elle soutient l'intégralité territoriale de l'Ukraine. Donc on voit toujours que l'Ukraine reste sur cette position, que quand même la vraie paix est possible avec la Russie que si l'Ukraine retrouve par des moyens différents. Ça peut être par militaire, mais aussi diplomatique, soit la combinaison de ces moyens. Donc, voilà, donc ils ont aussi utilisé cette opportunité pour montrer que la Chine est ouverte, et bien sûr que pour la Russie qui essaie de présenter la Chine comme un grand ami, presque un ami stratégique, éternel, qui va soutenir à 100% la Russie dans toutes les démarches, c'était dérangeant de voir qu'il y avait un peu les négociations derrière le dos de Poutine et de son régime avec l'Ukraine, qui peuvent finalement, on ne sait pas, est-ce que ça va aboutir dans quelques vrais soutiens de la Chine. Peut-être quand même une des conséquences que j'ai vues récemment, c'est que la Chine a dit qu'ils allaient interdire les exportations des composants des drones, que d'ailleurs la Chine livre aux deux côtés. Elle le livre aux Russes tant qu'aux Ukrainiens. Donc peut-être quand même aussi il y a une idée de montrer que la Chine veut aussi faire son effort vers ces négociations pour la paix en Ukraine. Pascal Boniface, vous êtes toujours avec nous. Juste peut-être une question sur cette histoire de timing et de présidentielle américaine qui va arriver. Est-ce que le président Zelensky aussi il a voulu faire un pied de nez à Trump qui l'a appelé il y a 2 semaines, qui proposait qu'il y a une discussion, très bonne discussion avec le président Zelensky et qui prétendait pouvoir régler le problème en 24 heures et en quelques coups de téléphone. Est-ce que, justement, en parlant de paix, en parlant de présence russe, en donnant ces interviews, le président Zelensky ne veut pas aussi un petit peu le devancer ? En tous les cas, il prend acte de la possibilité de sa victoire et avec du choix de son vice-président qui est encore plus hostile à l'aide à l'Ukraine que Trump lui-même, qui a dit directement, Trump a dit qu'il allait régler la guerre en 24 heures, il n'a pas dit comment, le vice-président a dit que lui, l'Ukraine n'était pas son problème c'était l'immigration mexicaine, comme le problème de tous les Américains, et que donc il était contre l'aide à l'Ukraine. Alors, et c'est à ce moment-là que Zelensky a fait cette concession, cette ouverture de dire que peut-être qu'il faudrait faire un sommet avec la Russie. Là, les choses changent un peu du côté de l'élection présidentielle américaine, puisque Kamala Harris est en train de refaire son retard, le vent souffle plutôt en sa faveur, mais enfin, tout peut se passer d'ici le 5 novembre. Mais je pense que Zelensky est aussi conscient, les Américains ont dû lui dire, que même du côté démocrate, ils ne pourront pas laisser les guichets ouverts éternellement, et que le paquet de 60 milliards de dollars qui a été acquis difficilement au début de l'année était peut-être le dernier paquet qui soit aussi gros, surtout en l'absence de résultats. Les Américains ont dit aux Ukrainiens, on envoie 60 milliards, mais maintenant, on veut savoir non seulement comment cet argent sera utilisé, parce qu'il y a toujours les problèmes de corruption, mais aussi quels sont les buts de guerre et quels sont les objectifs. Et là, il est vrai que la perspective, Michel Goya en a parlé, ça serait une guerre qui s'éternise ou alors un cessez-le-feu. On reporte à plus tard les questions de règlement définitif du conflit. Regardez, entre les deux Corées, il n'y a pas de paix.
Il n'y a pas de traité de paix. Ils sont officiellement encore en guerre. Mais il n'y a pas de combat et la ligne des combats s'est arrêtée là où elle a commencé, ce qui effectivement est un peu plus compliqué puisque l'arrêt de la guerre aujourd'hui laisserait à la Russie un gain territorial obtenu illégalement par la guerre.